Voici le film de Albator. Coucou JB. Alors pour mon passage, je me suis arrêté sur un film que j'ai découvert assez récemment mais qui m'a quand même énormément marqué. C'est Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni. Alors pour recontextualiser, les États-Unis dans les années 70 sont en plein dans la contre-culture, qui est un mouvement marqué par la lutte contre la guerre du Vietnam, à un moment où le pays se dirige vers un idéal extrêmement marqué par le capitalisme. Du coup, le film se déroule durant cette période en nous montrant un mouvement contestataire grandir dans les milieux universitaires. Et durant une manifestation qui tourne mal, puisqu'un étudiant est abattu, Mark, le protagoniste, va essayer de riposter, mais trop tard, puisque le policier se fait tirer dessus avant même que Mark puisse tirer. Il va alors s'enfuir dans le désert à bord d'un avion qu'il vole pour essayer de ne pas être poursuivi pour un crime qu'il n'a pas commis. Alors je pense que ce qui m'a le plus plu dans le film en premier lieu, ce serait le portrait que fait Antonioni de la jeunesse qu'il filme, qui est l'une des composantes les plus fortes de Blow Up, son précédent film. Dans Blow Up, il montre cette jeunesse comme étant complètement libre et insouciante, tandis que dans Zabriskie Point, cette liberté commence à se restreindre à cause d'un capitalisme qui se développe et l'enferme, forçant notre protagoniste à fuir dans le désert qui est montré ici comme un espace sans frontières où l'on peut naviguer comme on le souhaite, comme l'avait montré Oliver Latche dans Sirat. Cependant, cette jeunesse, comme j'avais dit, s'oppose au capitalisme qui, sous le mandat de Reagan, a commencé à prendre une place vraiment dominante aux États-Unis, qui est directement affrontée ici par cette jeunesse qui se retrouve face à un mur. Car ce régime politique prend une place énorme dans le développement de l'Amérique, reprenant les mauvaises traditions du pays à coloniser à peu près toutes les terres disponibles, même celles qui, à première vue, sont inhabitables. C'est vraiment un film qui m'a touché dans la manière dont Antonioni filme son désert et conclut son film par une sorte de message disant que le combat qu'il a montré durant tout le film va continuer et que tôt ou tard, ce capitalisme toxique sera renversé. Je pense que j'ai rarement vu un film pareil et c'est pour ça qu'aujourd'hui je le considère comme l'un de mes films préférés. Et surtout, je trouve que c'est aussi intéressant qu'un réalisateur étranger, puisque Antonioni est italien, filme l'Amérique et la questionne comme l'avait fait par exemple Wim Wenders avec Paris, Texas, ou Alice dans les villes. C'est un film aux séquences purement magnifiques qui nous montre un élan, non pas d'animal, mais politique d'une jeunesse qui se bat pour ses libertés et qui en découvre sa nature lors d'une scène dans le désert américain. Et c'est justement ce désert que le mal américain convoite, comme montré avec les buildings donnant des vues sublimes vers celui-ci, ou même avec un élément qui intervient plus tard dans le récit, mais que je peux pas vraiment expliciter ici parce que ça serait du spoil, et qu'il faut découvrir ce film en fait. C'est vraiment l'un de mes derniers grands chocs cinématographiques, et je pense que il y a très rarement des films qui peuvent toucher ce point politique-là comme Antonioni le fait avec Zabriskie Point, et qui encore aujourd'hui est d'une actualité folle, hein, notamment je pense avec l'État des États-Unis et avec le dernier Paul Thomas Anderson qui en reprend les mêmes caractéristiques, je pense, au niveau de toute cette toxicité de l'Amérique et du fait que la jeunesse doit prendre les armes aussi. C'est un film qui, après Blow Up, où les mimes qui représentent la jeunesse sont montrés comme une sorte de classe un peu plus libre, qui sont hors de la société anglaise qui restreint à l'époque son peuple. Ici, Antonioni nous montre que il faut arrêter de ne rien faire et se battre. Et je trouve que c'est très pertinent de montrer ça avec ce film-là, en montrant d'abord cette lutte, la liberté, puis un retour à la réalité. Je peux que le conseiller car c'est pour moi l'un des plus grands films de tous les temps. Bisous. Maintenant, le film de Baptiste. Bien le bonsoir, aujourd'hui je vais vous parler d'un des meilleurs films de cette année, j'ai nommé Brief History of a Family. Je vous préviens déjà à l'avance, c'est la seule fois où je ferai l'effort de lire le titre à l'anglaise, les autres fois la patate chaude disparaîtra de ma bouche et l'accent français refera son apparition. Il se pourrait également que j'écorche le prénom des acteurs ainsi que ceux des personnages vu que je ne maîtrise pas le chinois, donc veuillez m'en excuser à l'avance. Je vais également essayer de spoiler le moins de choses possible pour que vous puissiez découvrir le film comme moi j'ai découvert, c'est-à-dire en ne comprenant absolument rien à la bande-annonce, mais en me disant que ça peut être sympa et qu'en plus de ça l'affiche est magnifique, donc elle donne envie de voir le film. Par conséquent, le seul résumé que je peux vous faire, c'est que ça raconte l'histoire d'un petit garçon nommé Shuo qui va se blesser dans son école et qu'un de ses camarades de classe nommé Wei va le ramener chez lui pour le soigner. Mais très vite, Shuo va devenir de plus en plus collant par rapport à la famille de Wei. Ce film me hante chaque jour depuis que je l'ai vu en août.
Le point qui me marque le plus, c'est sa mise en scène qui arrive à te raconter énormément de choses à chaque plan. La comparaison est peut-être un peu exagérée, mais j'avais découvert mon premier Kurosawa avec Ain Lo peu de temps avant celui-ci, et la réalisation de Lin Jianji m'a justement énormément fait penser à celle de Kurosawa par la façon de raconter énormément de choses juste grâce au placement des personnages dans le cadre. Par exemple, un personnage va en cacher un autre en arrivant dans le champ, un autre va être éloigné du groupe, un dernier va être caché au fond du cadre. Enfin bref, tous ces petits détails entre guillemets qui paraissent insignifiants racontent énormément de choses sur la relation entre les personnages et ce qu'ils représentent pour les autres. Et justement, c'est pour ça que Brief History of a Family me passionne tant. C'est pas les dialogues qui racontent l'histoire, mais sa mise en scène. Alors je dis pas que les autres films que j'ai vus dans ma vie sont juste beaux sans raconter quelque chose, loin de là. Mais c'est juste une forme de réalisation que j'adore. Au final, rien qu'avec la narration visuelle, on peut résumer que on sait dire qui est qui, pour qui. Alors bien évidemment, si ça raconte des choses, c'est que le film aborde des thématiques. Ouh là là, quelle découverte de malade. Et non, en fait c'est juste le but d'un film, c'est normal, je n'apprends rien à personne. Bref, Brief History of a Family va utiliser la famille comme point central de ces thématiques. On va d'abord parler de solitude liée à l'inconfort familial, voire à son rejet, puis on va partir sur de la recherche d'une perfection au sein d'un cocon familial, ou encore on va aborder le fait de comment un parent peut influencer notre façon d'être ainsi que notre avenir, que ce soit négativement ou positivement. Il y a même une magnifique scène entre les deux parents de Wei et des amis à eux sur le gouvernement chinois, et en particulier sur le changement par rapport à la loi qui n'autorise qu'une naissance par foyer. Et je vous jure que le dialogue peut paraître banal quand on l'entend juste comme ça, mais avec l'image et tout le contexte derrière, c'est d'une froideur qui me traumatise encore aujourd'hui. Et des dialogues comme ça, il y en a plein. Je me souviens pas qu'il y ait énormément de dialogues dans le film, même s'il est pas muet, il y a quand même des dialogues. Mais quand les personnages interagissent entre eux par la parole, c'est assez impressionnant. J'ai par exemple une scène entre Shuo et le père de Wei dans une voiture en tête, mais elle reste en tête tellement le dialogue est marquant. Et les dialogues ne font pas tout, évidemment, faut-il encore savoir les interpréter de manière juste. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça que le métier d'acteur ou actrice existe. Et heureusement, car il a permis à ces 4 acteurs-actrices de nous livrer des performances assez remarquables. Il y a d'abord Lin Muran dans le rôle de Wei qui est très convaincant par sa manière de montrer son incompréhension face à la situation actuelle malgré ses bonnes actions. On a ensuite son acolyte Sun Xilun dans le rôle de Shuo qui lui se démarque par sa manière d'être impassible et d'être difficile à déchiffrer. On a Feng Zhu en tant que père de Wei, quant à lui fait du très bon travail également, surtout comme cité plus tôt dans la scène de la voiture. J'aime beaucoup cette colère qui est présente en lui, qui éclate de temps en temps mais qu'il essaye quand même de contenir pour diverses raisons en fonction du personnage se trouvant devant lui. Et enfin il y a Guo Keiyu, aka la mère de Wei, qui est un peu plus en retrait à cause de son personnage, mais qui reste très juste pour jouer une mélancolie passagère sans en faire des tonnes. Pour conclure, je vous invite très fortement à vous pencher sur Brief History of a Family. Au-delà d'être un petit thriller entre guillemets, c'est surtout un drame familial sur la difficulté de l'enfance dans une famille qui a du mal à coexister. La narration visuelle est sublime et nous offre des plans tout à fait magnifiques, les dialogues peuvent donner froid dans le dos à certains moments, et les personnages sont très bien interprétés par des acteurs talentueux. C'est pas le genre de film où tu pourras ressortir un passage ou un dialogue sur Twitter, Insta ou encore TikTok, non, au contraire. Tout s'assemble à merveille et se mélange tellement bien. Par exemple, comme je l'ai cité précédemment, la scène entre les parents de Wei et leurs amis, sans le contexte et l'image, le dialogue, paraît mais tout à fait banal vu que c'est sorti de son contexte. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il faut impérativement voir ce film. C'était extrêmement dur d'en parler sans spoiler, mais je me suis dit qu'il était tellement excellent que je ne peux pas laisser les gens dans l'ignorance. Sur ce, regardez ce film ainsi que plein d'autres, et moi je vous dis à plus. Continuons avec le film de Ciné-Show. Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et merci Illustre Connu de nous avoir invités pour ce petit podcast en espérant vous convaincre sur un film dont je vais vous parler dès maintenant. Un film réalisé par Sam Mendes, un réalisateur tout de même assez connu, qui a fait Skyfall, 1917, American Beauty pour ne citer que eux. Mais il a aussi réalisé un film que j'ai découvert il y a quelques semaines et qui m'a particulièrement convaincu. Ça s'appelle Les Noces Rebelles. Ça raconte l'histoire d'un couple qui est donc Frank et April Wheeler, un couple assez modèle entre guillemets des années 50, mais justement le fait que ce couple soit entre guillemets modèle, un petit peu classique, comme il y en a des dizaines et des centaines et des milliers de couples, c'est justement le caractère banal de ce couple qui va commencer à les déchirer, à les briser, puisque c'est un drame qui de loin peut sembler assez classique, et c'est vrai que la structure n'est pas non plus complètement renversante, mais je trouve que c'est un drame qui se démarque déjà par la qualité évidemment de ses interprètes. On retrouve Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, donc bien sûr plusieurs années après Titanic. On retrouve d'ailleurs aussi les mêmes comédiens de doublage, en l'occurrence j'ai vu ce film en version française, même si d'habitude je suis on va dire un peu plus 60% en VO et 40% VF. Là en l'occurrence je l'ai vu en version française, et je dois aussi saluer bien entendu la prestation des comédiens de doublage que sont Annelise Fromont et Damien Witeka, qui étaient déjà sur Titanic d'ailleurs, et qui sont extrêmement convaincants. Je trouve qu'il y a une scène sur la fin, une scène de dispute justement de ce couple, où ils sont
extrêmement bon, on ressent vraiment la haine que portent ces personnages, mais aussi l'amour, et c'est justement tout le sel de ce film, c'est que on va suivre un couple qui s'aime, et ça se voit, c'est un couple qui s'aime, mais qui souffre justement du fait qu'il n'arrive pas à sortir de la routine, du train-train quotidien. C'est un film qui essaie d'analyser justement l'image du couple modèle en société, et se demander comment on peut faire pour s'aimer sans pour autant se lasser, sans pour autant commencer à perdre en intensité dans les sentiments amoureux, et c'est assez fort je trouve déjà comme introspection justement de ce couple, mais c'est vraiment les scènes de dispute qui restent en tête forcément, parce que c'est là où les comédiens peuvent clairement se lâcher en termes de jeu, et d'ailleurs c'est ce qui aussi marque dans ce film, c'est que les scènes de dispute sont particulièrement violentes psychologiquement parlant, il n'y a pas de coups qui sont portés, mais les phrases que se balancent ces deux personnages sont parfois extrêmement dures, et c'est très 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 bien joué, vraiment j'insiste là-dessus, mais c'est clairement ce qui fait la qualité du film. Mais il n'y a pas que des scènes de dispute évidemment dans ce film, sinon ce serait un petit peu redondant. C'est un film qui nous montre également l'amour évidemment que se portent ces personnages. Il y a beaucoup de scènes plein de tendresse où on voit que les deux s'aiment énormément et justement essayent tant bien que mal de sortir de la routine pour garder leur amour intact. Ils ont notamment une idée d'aller vivre en France, donc à Paris puisqu'ils vivent aux États-Unis, et ils veulent un petit peu renouveler leur quotidien, et c'est justement l'un des points importants du film et un des points où ils vont pas forcément être d'accord sur la fin et qui va mener à des disputes. C'est aussi dû au personnage de Michael Shannon qui est aussi un bon personnage, parce qu'en fait c'est un personnage qui n'a pas de limite, qui en fait dit tout ce qui lui passe par la tête parce qu'il a eu un traumatisme, me semble, lié à la guerre, je ne sais plus exactement, mais justement il n'a aucun filtre pour dire ce qu'il pense des gens devant lui, notamment de ce couple justement lorsqu'il l'invite à dîner, et c'est ce qui permet de ressortir ce qu'il pense tout bas finalement, et ça permet de nous donner des scènes avec une sorte de tension grandissante où tu vois qu'il commence à dire des remarques justement sur ce couple et notamment principalement à DiCaprio, mais aussi à Kate Winslet en soi, et c'est ça aussi la force du film, c'est qu'on s'attache à ces deux personnages et on aime tout autant et on déteste tout autant les deux personnages qui peuvent être odieux par moments mais aussi extrêmement aimants, extrêmement bienveillants. C'est un couple justement qui est très nuancé, tout comme les personnages nous-mêmes dans la vie sommes nuancés. C'est un film qui nous montre très bien et je trouve que c'est assez marquant de ce point de vue là, bien aidé évidemment par une réalisation qui certes peut paraître académique mais qui reste maîtrisée, à une très belle composition de la part de Thomas Newman qui accompagne parfaitement l'intégralité du long métrage avec ses notes de piano assez mélancoliques peut-être, mélancolique mais aussi avec un sentiment de tristesse, de lassitude peut-être. Ça résume en fait très bien tout ce que le film cherche à raconter. C'est donc un film que je vous recommande fortement. Ça peut paraître être un drame très classique, peut-être trop, mais je trouve qu'il arrive à tirer son épingle du jeu en justement faisant cette introspection vraiment nuancée du couple, mais aussi en nous offrant des scènes de dispute vraiment mémorables, extrêmement bien jouées et qui n'hésitent pas à aller très loin dans les mots qui sont prononcés, et c'est là où pour moi le film arrive à dépasser un petit peu son statut de drame classique. Il est quand même très marquant à mes yeux et je vous le recommande fortement si vous ne l'avez jamais vu. Montons désormais dans la Melon Mobile pour le film de Jude Melon. Salut la compagnie et chers illustros du petit podcast, c'est Jude Melon. Et en cette 50e édition où notre cher hôte nous a invités, eh bien j'ai décidé de revenir sur un film de Sam Raimi. Non pas son plus connu, ni son plus célèbre, peut-être même trop oublié à mon goût, intitulé Darkman, sorti en 1990, donc bien avant sa trilogie Spider-Man. Et si j'en parle ici, c'est que justement, sans ce Darkman, peut-être n'aurions-nous pas eu les versions Sam Raimi, donc de ce super-héros hyper célèbre et populaire. Parce que Darkman aussi, c'est une adaptation de comics. En fait, non, ça aurait dû. Je mens un petit peu parce que Sam Raimi a lui-même créé ce personnage, ne pouvant pas adapter le personnage de The Shadow ou ne pouvant pas faire son Batman parce qu'il avait cette idée aussi. Donc, il s'est mué ici en Tim Burton, ou pas, parce que ça reste du Sam Raimi, pour proposer une œuvre, certes, super-héroïque, mais surtout très dark, qui reprend quelques codes de l'horreur, bien évidemment, propres à son cinéma déjà préalable, Evil Dead, évidemment. Mais Darkman, c'est aussi matiné d'autres influences, telles que le polar néo-noir vite fait, même s'il n'y a pas forcément les codes visuels absolus, et quelque part, sur ce plan thriller un petit peu sombre, il avait déjà fait une sorte de grotesquerie fort habile et plutôt passionnante avec son Crime Wave, ou Mort sur le Grill en français, qui lui non plus n'a pas eu grande presse, ou du moins grande popularité à l'époque de sa sortie. Et si j'ai revu ce Darkman récemment, c'est pour mon grand plaisir, parce que j'ai décidé également de découvrir tout le reste de sa filmographie avant son prochain projet prévu en janvier, à savoir Send Help,
Darkman, il fallait à tout prix que je me le refasse parce que j'avais beaucoup apprécié la première fois et en effet le revisionnage a été fort intense. On y suit donc le personnage scientifique interprété par Liam Neeson, un certain Peyton Westlake qui va devenir Darkman, qui va trop loin dans ses expérimentations. Il a découvert quelque chose d'assez particulier, à savoir la possibilité de fabriquer une peau synthétique pour aider les grands brûlés, mais c'est lui qui va se cramer les ailes en allant trop loin et en voulant évidemment tester cela sur lui pour aller plus vite. Vous connaissez ce délire de savant fou. Quelque chose qu'on retrouvera évidemment dans quelques écritures de ces Spider-Man plus tard. Et ainsi, il va s'isoler, Peyton Westlake. Il va devoir même se séparer de sa petite amie qui le croit mort. Tout le monde pense qu'il a disparu, mais en fait, il va revenir sous le nom, sous la peau, c'est le cas de le dire, d'un Darkman très mystérieux afin d'affronter le grand capital, parce qu'évidemment il y a quelqu'un derrière qui veut contrôler ce genre de choses, un promoteur immobilier, etc. etc. C'est très Sam Raimi aussi dans cette Amérique qui affronte, on va dire, les nantis et ces histoires de petites gens, entre guillemets, qui vont devoir faire face à l'argent. Il le fera plus tard dans son Simple Plan, sorti en 1998. Donc on ressort toute la patte ici d'un cinéaste qui est déjà au sommet quelque part et qui fait un petit peu ici son génie de laboratoire à l'image de son protagoniste, à tester des choses en ayant envie vraiment de porter à l'écran le style super-héroïque. Bon, après il le fera évidemment avec grande réussite, parfois peut-être un peu moins récemment avec Doctor Strange 2, mais au moins il a essayé, et c'est pas le pire des MCU qu'on ait pu voir en salle ces dernières années. Je vous conseille donc très fortement ce Darkman, car visuellement c'est hyper abouti sur pas mal de choses. Alors évidemment il y a les limites d'un budget de l'époque et c'est le début des années 90, mais on le sent dans le côté un peu fumant, quelques transitions, quelques moments aussi dramatiques que Sam Raimi a pris ce projet à bras le cœur, qui aurait pu aller plus loin en soi d'ailleurs, sauf que finalement il y aura quelques suites qu'il ne chapeautera pas, du moins pas à la réalisation. Et c'est en effet fort fascinant, parce qu'au-delà des expérimentations qu'il tente là, évidemment ça reste un peu plus contenu que ces Evil Dead, certes, mais il y a quelque chose d'assez profond, y compris dans l'idée de la tragédie qui va se produire donc entre ce couple séparé de force, ce scientifique qui va trop loin et qui doit ensuite se transformer en vigilante pour éventuellement aussi sauver la peau de sa compagne. Il ne peut pas y avoir forcément de happy end total, j'en dis pas plus sur la finalité de ce film, mais il pousse un petit peu le délire ici, ça donne un film libre, tel qu'est le cinéma de Sam Raimi, du moins à cette époque. C'est pour ça que je pense c'est une œuvre qui ressemble beaucoup à son auteur, c'est un vrai film d'auteur, et c'est important de le découvrir quand on veut aller plus loin, quand on veut approfondir la filmographie d'un monsieur qui a beaucoup apporté au cinéma américain, et pas que entre guillemets de genre, sur le sens large, parce qu'il a pu d'ailleurs insuffler cette idée de film fauché, un peu horrifico-dark, à des gros blockbusters par la suite. C'est assez important du coup de voir d'où il vient, au-delà donc de sa cultissime trilogie Evil Dead, donc avant bien sûr l'autre cultissime, beaucoup plus blockbuster et populaire, même si quand même Evil Dead, dans le domaine cultissime, on peut pas faire beaucoup mieux. Et je ne peux pas terminer ce podcast tout en improvisation, c'est mon style de toute façon, sans mentionner évidemment la présence de Bruce Campbell. Alors je ne donne pas son rôle précis ici parce que c'est assez surprenant, mais il s'impose plus que jamais comme le visage du cinéma de Sam Raimi. Donc voyez-le ce Darkman, ou revoyez-le en plus en cette période halloweenienne. Je pense que ça tombe bien, que ça colle plutôt à l'ambiance. Vous en ressortirez, je pense, plutôt comblé visuellement et surtout émotionnellement. Certes, on pourrait toujours dire il y a quelques poncifs et tout, mais c'est dans le style et c'est assumé, ça va au bout. Ça donne ainsi lieu à un long métrage fort important dans la carrière du monsieur et donc qu'on ne peut pas occulter dans sa fort belle carrière. Je vous dis donc à très bientôt, à la prochaine si vous suivez mes aventures sur ma propre chaîne. Ciao. Place maintenant au film de ma maman, aka Maman Connue. Je te remercie, mon cher JB, de nous offrir la possibilité de nous exprimer sur ta chaîne au sujet d'un film qui nous a beaucoup plu.
laissant une marque particulière dans nos mémoires. J'ai pour ma part choisi Le Roi et l'Oiseau, film d'animation français qui a été créé par Paul Grimaud sur des textes de Jacques Prévert, d'après le conte de La bergère et du ramoneur de Hans Christian Andersen. C'est un film qui a connu une genèse tourmentée sur laquelle je ne tiens pas là à m'attarder. Il est sorti le 19 mars 1980 sur les écrans et a reçu le prix Louis de Luc. Pour commencer, je citerai volontiers Prévert, qui disait lui-même « On ne peut pas raconter un dessin animé, c'est comme une orange. On ne peut pas raconter une orange, on peut l'éplucher, la manger, et c'est tout. » Alors que dire ? Peut-être commencerai-je par brosser succinctement le récit qui nous est conté. Ce récit n'est qu'un seul flashback, en fait, puisque l'oiseau nous raconte l'histoire qu'il l'a opposée il y a longtemps au roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16, qui régnait sans partage sur le royaume de Tachycardie. Ce roi cruel et bigleux s'ennuie. Les journées se répètent inexorablement jusqu'au jour où une charmante bergère et un petit ramoneur de rien du tout, peints sur les murs du château, prennent vie. Le jeune couple veut s'échapper du royaume, mais le roi n'est pas de cet avis. Il ordonne à son armée de les capturer, et fort de sa liberté ailée, l'oiseau va les aider à trouver une issue heureuse à ce qui aurait pu virer au drame. En réfléchissant à ce que j'allais dire sur ce film qui aura traversé ma vie d'enfant, de jeune adulte puis de maman, je me suis rendu compte que les souvenirs les plus présents que j'avais de ce film étaient d'ordre auditif. La musique, les voix off, les bruitages et les silences. La musique est d'une part celle du compositeur polonais Wojciech Kilar, connu par la suite pour la musique du Dracula de Coppola et celle du pianiste Polanski. Et ici, Kilar signe pour Le Roi et l'Oiseau un thème mémorable au piano, thème très calme, dont la simplicité mélodique lui permet d'être décliné tout au long du film en de multiples variations. Tour à tour, intimiste, dans les appartements secrets du roi, empressé durant la descente vertigineuse des escaliers, avec même quelques dissonances qui s'invitent ça et là pour renforcer la tension dramatique. Et enfin décidé, voire martial, dans le prélude au mariage royal. Et entre ces différents morceaux sont intercalés en parfaite osmose les 3 chansons que le duo Prévert-Cosma avait écrites pour La bergère et le ramoneur, version qui a précédé Le Roi et l'Oiseau. Je veux nommer ici la chanson du mois de mai, écoutée sur disque vinyle par le roi dans ses appartements. La berceuse paternelle, chantée par l'oiseau à ses 3 petits pour les endormir. Dormez, dormez, petits oiseaux. Et enfin, la leçon des oiseaux, que l'oiseau demande à ses fils de chanter devant la bergère et le ramoneur, alors sur les toits du château. Le monde est une merveille, il y a le jour et la nuit. Le Roi et l'Oiseau est donc pour moi avant tout un film qui se distingue tant par ses partitions musicales que par ses bruitages. En effet, qu'il s'agisse des voix off, liées au pouvoir du roi, qui égrènent la liste et la description des étages lors de la montée d'ascenseur, les appels par haut-parleur pour la capture des fuyards, ou qu'il s'agisse des sons secs, courts, brutaux, la trappe qui s'ouvre, qui se ferme, les coups de feu, les bruits de machine. Et puis, il y a aussi ces silences, ces moments de blanc, sonores finalement, qui ponctuent aussi le récit. Attardons-nous maintenant quelques instants sur l'oiseau, le héros de l'histoire. Son plumage multicolore, son plastron et son chapeau haute forme lui confèrent le rôle de Monsieur Loyal et le conforte dans son rôle de narrateur. C'est un père de famille, un bon père de famille, qui s'occupe seul de ses 4 oisillons, sa femme ayant été abattue par le roi. J'aime son esprit de justice. C'est par esprit de justice qu'il ose s'opposer au roi et qu'il sauve la bergère et le ramoneur à plusieurs reprises. Il incarne finalement pleinement ces valeurs fondamentales que sont la liberté, la paix et le libre arbitre. Son combat est réellement celui de David contre Goliath. C'est la lutte éternelle entre le bien et le mal. D'un côté le roi, despote mégalomane, véritable caricature du besoin de puissance et de la violence du pouvoir, et face à lui, toujours lui tenant tête, l'oiseau qui n'a que ses ailes, son bagout et sa ruse pour lutter. Comme Prévert le poète, l'oiseau porte et transmet un message d'amour, et lorsque le petit ramoneur est jeté dans la cage aux fauves, l'oiseau demande au musicien aveugle de jouer son instrument, un orgue de barbarie. La mélodie démarre, polka un peu triste, évoquant vaguement une ambiance Montmartre. Et peu à peu, elle hypnotise les lions, et puis elle se transforme. L'aveugle continue de jouer de son orgue, mais c'est une musique symphonique qui en sort, instigatrice de la révolte des fauves. Cette superbe séquence me plaît particulièrement car elle montre
comment l'art peut s'affirmer comme thérapie à la violence et également comme force fédératrice pour une résistance solidaire au despotisme. Ce film est effectivement puissant dans ce qu'il dénonce. Premièrement, lorsque le ramoneur est enfin capturé par le roi, celui-ci, dans sa grande magnanimité, épargne sa vie, mais pour mieux le condamner au travail éternel dans son usine. De fait, il proclame d'une voix doucereuse « Le travail rend libre ». Citation qui rappelle bien évidemment celle que lisaient les déportés en arrivant à Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Voyons donc ici la dénonciation de la dictature, mais aussi du travail à la chaîne à la façon de Charlie Chaplin dans les temps modernes. Et deuxièmement, le film oppose deux mondes très contrastés. La ville haute, avec le palais du roi, vertical et immense, ce roi qui monte toujours plus haut et vit dans le luxe, l'air et la lumière, et à l'inverse le triste monde des travailleurs, relégués dans la ville basse, tout en voûte et plongés dans la grisaille et l'obscurité, qui eux ne connaissent plus ni soleil ni oiseaux. Le film se caractérise par sa dimension verticale symbolique. Tout en bas les opprimés, au sommet le roi, encore plus haut que le roi est l'oiseau, car plus près du ciel, et au centre, il y a les policiers qui peuvent contrôler le haut et le bas. Et enfin, traversant ces deux mondes avec candeur, gentillesse, émerveillement et parfois aussi l'énergie du désespoir sont la bergère et le ramoneur qui expérimentent la réalité du monde dans sa beauté et dans son absurdité. Pour conclure, Le Roi et l'Oiseau est pour moi un bijou de fantaisie intemporelle. J'aime l'atmosphère onirique qui y règne, avec ses nombreuses ouvertures sur le rêve, ses accents surréalistes, ce quelque chose d'aérien dans sa mise en scène, de puissant dans la défense des libertés face aux tyrannies, et son écrin de poésie. Et on enchaîne avec le film de Mathis Loratel. Bonjour, je suis Mathis Loratel et aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes films préférés qui est Dan et Bob pour la fin du monde, d'Edgar Wright. Dans ces 5 minutes, je pense que je vais beaucoup spoiler quand même, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à foncer le voir et à revenir sur ce petit segment. Et si jamais vous ne l'avez pas vu mais que vous vous en fichez d'être spoilé, bah allez le voir quand même. Voilà, c'est pas un ordre, si, prenez-le comme un ordre, allez le voir, c'est incroyable, je vous promets. Donc, Dan et Bob pour la fin du monde, c'est effectivement l'histoire d'un marathon entre potes des années plus tard. Moi, quand j'ai découvert le film, c'est la seule chose que je savais. Et je peux vous dire que le retournement et l'apparition de la SF dans le film, je m'y attendais absolument pas. Ce qui a fait qu'en plus de kiffer le film, j'étais comme un fou de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et effectivement, là on va dire quand même que Alien plus Marathon, ça a pas l'air d'être un film très profond. En soi, c'est pas le film le plus profond, mais quand on lui donne une chance, surtout en connaissant le réalisateur, de comprendre un petit peu ce qu'il essaie de nous raconter, on comprend un petit peu les thèmes. Et c'est ça que je me suis dit, parce que c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est un film qui est extrêmement important pour moi, c'est que c'est un des premiers où je me suis dit que j'avais envie de l'analyser. C'est le premier film où je me suis dit, vraiment, j'ai envie d'en faire une analyse, d'essayer de comprendre ce que veut me raconter le film. Et c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure de mes visionnages, où j'ai compris de plus en plus. Donc, dans ce petit segment, j'essayais de vous parler de mon analyse du film. Voilà, si vous n'avez pas ça, eh ben écoutez, tant pis, mais en tout cas, moi, je me lance. Un des sujets principaux du film, c'est la nostalgie, notamment l'addiction à la nostalgie, parce que le film ne va pas être fataliste avec la nostalgie, hein. Il dit qu'il y a des bonnes choses avec ça, hein. Effectivement, c'est une bonne chose en soi la nostalgie, mais il va comparer celle qu'on se mange, par exemple, depuis des années à Hollywood dans les blockbusters, et justement, il le fait, je trouve, très très bien, cette nostalgie qui va être idéalisée, en fait, par le personnage de Gary King, et ça commence tout de suite, en fait, avec le fait que dès le début, il va nous raconter son marathon de l'époque, mais il va en fait en être le monteur, il va changer les morceaux négatifs, etc. Il va se rappeler que des bons moments, parce que c'est déjà dit, dans le film, il a une mémoire sélective, et surtout, il se l'est tellement répété, parce que c'est la seule chose qu'il avait dans sa vie après, qu'en fait, il l'a idéalisé au possible, alors qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. On peut déjà s'en rendre compte juste avec ce qu'il nous raconte, mais en plus, en comprenant un peu plus le film, on voit qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et cette idée de répétition de cette histoire, on l'a tout au long du film, qui nous est raconté plusieurs fois. On a donc cette première fois avec celui qui est ancien, raconté par Gary King. On va avoir le film en lui-même, on va avoir le nom des bars qui à chaque fois vont représenter l'action qui va se dérouler dans ces lieux-là. On va avoir plusieurs phrases souvent dites par Gary King qui vont se réaliser, etc. D'ailleurs, en fait, le personnage de Gary va être placé comme une sorte de prophète dans l'histoire, hein. On peut le comprendre avec plusieurs phrases. Je vais pas me lancer dans cette analyse-là maintenant parce que je ne vais pas avoir le temps, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté, c'est un prophète, c'est un messie, c'est un peu celui qui dirige. C'est le metteur en scène, c'est le monteur, c'est l'acteur, il est tout en fait. C'est son film à lui, c'est sa vie en fait. Et littéralement, c'est vraiment sa vie parce que l'objectif un petit peu de Gary, ça va être
d'en finir. C'est sa dernière quête, c'est la chose qu'il veut faire avant de mourir. Et ça, on le voit tout de suite. En fait, chaque cycle, car oui, l'idée du cycle est extrêmement importante dans le film, j'y reviens juste un petit peu après, c'est qu'en fait, il y a eu le cycle quand il était jeune, où il a vu une lumière, cette lumière donc qu'on verra avant de mourir, qui était donc promesse d'espoir, qui va en fait finalement se révéler être le dernier moment où la vie a été aussi bien pour lui, hein, c'est littéralement ce qu'il va nous dire. Après, on a le Gary King qu'on voit le plus souvent dans le film, malheureux, nécrosé, etc., hein, de l'intérieur, qui va pareil avoir une lumière à la fin du film, qui va en fait créer une coupure, une mort du Gary King qu'on voit pour une nouvelle version de lui-même qu'on voit à la toute fin du film en fait. À chaque fois, il y a une histoire de cycle qui reprend avec cette lumière-là, avec la mort du Gary King d'avant. Et d'ailleurs, cette idée de la mort et des lumières est aussi apportée par le fait que les machins, les robots, vont s'illuminer en fait, mais d'une lumière qui n'est pas orange, qui est rassurante et haute, mais plutôt blanche, industrielle, celle vraiment d'hôpital, etc. Celle qui fait très adulte et que Gary fuit absolument. Il la fuit, il la rejette, comme on le fera avec le réseau à la fin. C'est pas lui, c'est pas la chose qu'il veut pour sa quête, c'est pas ce qu'il veut pour sa vie et pour son histoire. Et donc, pour en revenir aux histoires de cycle, tout est très bien représenté dans un des plans au tout début du film, où, après avoir raconté son baraton plus jeune, au groupe de parole, on va avoir un plan zénital, donc déjà, on comprend qu'il y a quelque chose qui va être un peu une sorte d'emprisonnement divin, qui est marqué encore plus par le fait, déjà, que c'est un cercle de 12, soit exactement le même nombre de pubs qu'il y a dans le film, et surtout que le 12 représente et est connu comme étant un chiffre parfait qui représente une finalité ainsi quelque chose de terminé. Ensuite, le plan continue de monter et ça s'emprisonne dans une sorte de O, qui est en fait le O du mot World, The World's End, qui est donc le nom du dernier pub qu'il n'a jamais fait. Là, pareil, on comprend donc qu'il est emprisonné toujours dans cette idée de baraton. Il en est d'ailleurs en fait manipulé par ce dernier pub. Et ensuite, cet écriteau du The World's End est marqué sur une pinte. Et ça va relier deux choses, qui est l'alcool et la nostalgie, qui en fait vont être très très liées dans le film par en fait leur nature d'addiction. La nostalgie est véritablement l'addiction de Gary King. Bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai énormément d'autres choses à dire sur le film, mais là je vais pas avoir le temps. Parce qu'il y a énormément de métaphores, notamment au bateau de Thésée qui est là tout le temps sur la voiture de Gary King, la ville elle-même, Gary King lui-même qui s'habille toujours pareil mais qui en fait intérieurement est détruit, d'autres allusions. Mais en tout cas, je remercie beaucoup Illus Connu d'avoir donné cette occasion aux gens de pouvoir raconter un petit peu et de parler de leur passion sur un film et autres. C'était génial et en tout cas, bah voilà. Je vous encourage à le voir, à le revoir et à vous aussi analyser et comprendre un petit peu ce que le film essaie de vous raconter. Merci. Pour continuer désormais avec le film de mon père, aka Papa Connu. Tout d'abord, merci à Illustre Connu d'avoir eu cette initiative. Bravo! J'ai choisi de mettre en lumière un film récent et grave qui m'a touché, intitulé La chambre d'à côté, avec Julianne Moore et Tilda Swinton. Sans dévoiler bien entendu le dénouement de film, ce qui d'ailleurs finalement n'est pas le message le plus important me semble-t-il, je précise qu'il traite de la fin de vie d'une personne atteinte d'un cancer semble-t-il encore curable, mais au prix de nombreuses souffrances ou mal-être de la malade. Certes, ce thème est universel et a pu être traité de diverses manières et assez souvent, que ce soit en littérature, au cinéma, dans des téléfilms, et surtout malheureusement dans la vraie vie. L'histoire est ici la suivante. Martha, reporter de guerre réputée, la cinquantaine, est atteinte d'un cancer très grave, encore soigné, et fait l'objet de tentatives de traitement nouveaux, voire expérimentaux. Elle est incarnée par Tilda Swinton, mais je dis bien incarnée, car l'apparence physique joue un rôle important dans son jeu. Elle retrouve une amie écrivaine, Ingrid, perdue de vue depuis quelques années, mais qui renoue avec elle ayant appris son état critique, personnage ici campé par Julianne Moore. Épuisée par ses traitements et désireuse de quitter ce monde le plus sereinement possible et lorsqu'elle l'aura décidé, Martha sollicite Ingrid pour l'aider à passer ce cap. Après avoir été fortement ébranlée par cette demande, puis réflexion, Ingrid accepte. Et c'est un sujet évidemment grave, très grave. J'ai été très sensible à ce film car il traite d'un sujet susceptible de tous nous concerner, soit personnellement, soit concernant des proches, avec délicatesse, sans a priori, ni a posteriori, et dépourvu de jugement. Le message rend compte d'une acceptation de toutes les approches possibles par rapport à l'appréhension de la mort, de l'aide ou non à mourir, de l'implication et de la responsabilité de tout un chacun. Il mêle avec un paradoxe apparent une absence de légèreté, avec de la délicatesse, de la dignité, lucidité, pour illustrer ce que peut signifier vivre jusqu'au dernier souffle et mourir en paix dignement, bien sûr selon ce que la personne concernée pense de sa dignité. La vision de la mort éventuelle est elle-même nuancée, montrant qu'elle n'est pas la fin,
mais une étape dans un parcours, que la personne concernée a eu un passé, il y a des flashbacks sur des périodes passées, notamment en tant que reporter de guerre, susceptibles de résonner. D'ailleurs, n'y a-t-il pas une métaphore reporter de guerre qui, là, est désormais en guerre contre la maladie? Ici, presque tout n'est que délicatesse, sensibilité, silence, non dit, ressenti, attente, calme, discussion profonde exprimée plutôt dans la retenue, décor sans ostentation et raffiné aux teintes naturelles ou diaphanes, palette de lumière et de couleurs qui semblent traduire l'état d'esprit des personnages, renforçant le sentiment d'intimité et de dignité. Personnages intellectuels, l'une est écrivaine, l'autre est journaliste, très peu de vulgarité. C'est pourquoi j'ai été surpris d'apprendre que le réalisateur n'est autre que Pedro Almodóvar, qui nous a généralement plus habitués à des films cocasses, loufoques, déjantés, iconoclastes, même si on y retrouve souvent une certaine sensibilité. Les performances des actrices sont à l'aune de ce film, sans pathos excessif, mais touchant et émouvant de bout en bout, et je dirais paradoxalement plutôt concernant le rôle de Ingrid, l'accompagnante. Alors que l'héroïne est censée être Martha, finalement le rôle de Ingrid tient toute sa place, et elles relèvent toutes deux le défi. L'amie, l'accompagnante, la confidente qui est Ingrid y tient une place tout aussi importante. L'idée est bien de rendre hommage, certes, aux malades confrontés à la maladie, au traitement, à la mort qui rôde, mais aussi aux accompagnants, à leurs doutes, fragilité, espoir, inquiétude, affection et désarroi. Enfin, et je reviens dessus, car c'est, me semble-t-il, le message essentiel du film, il n'y a pas une vérité absolue, une approche, mais plusieurs. Et l'appréhension de la maladie grave, du risque mortel, du choix de mourir ou pas, de la vision de son existence, de l'impact sur son entourage, est strictement individuel et respectable. L'autre enseignement, là non plus, est qu'on ne peut pas juger de l'attitude de l'entourage. Ceux qui refusent ce type d'accompagnement vers la mort, comme ceux qui l'acceptent, ont droit au respect. Leurs attitudes sont personnelles et légitimes. La référence explicite à la fin méditative de l'extrait du film Jean de Dublin, c'est-à-dire le monologue tendre, nostalgique, bon du personnage et la référence finale aux morts, parfait ce film, et me touche d'autant plus que j'ai toujours été marqué par ce délicat passage final de ce film Testament de John Huston, inspiré de l'œuvre de James Joyce. Bref, ce film, La chambre d'à côté, est un film humaniste, grave, et qui pourtant dégage une certaine sérénité, reléguant les polémistes et ceux qui croient avoir la vérité révélée sur ce sujet vers leur miroir. Sur ce, aventurons-nous dans le film de Skull Kid. Oui, bonjour, j'ai vu de la lumière, je suis entré, je voulais parler de Hundreds of Beavers, un film états-unien de 2022 qui a été sorti principalement dans des festivals et qui est, je crois, sur des plateformes de streaming, je ne sais pas trop, vous pourrez faire des recherches car il a échoué à entrer dans le circuit de distribution malgré ses excellentes critiques. Et pourquoi il a d'excellentes critiques? Eh bien, déjà, c'est l'histoire de Jean Kayak, qui est un producteur d'Applejack dans le Grand Nord sauvage de l'Amérique du 19e siècle et qui perd son commerce suite à une attaque de castors, et il va se mettre en tête de devenir le plus grand trappeur du Grand Nord et affronter, comme le nom l'indique, des centaines de castors, mais aussi quelques lapins, poissons et même des loups. Alors, c'est un film qui a la particularité d'être en noir et blanc déjà, de n'avoir quasiment pas de dialogue, d'être quasiment muet, et que les animaux, notamment les castors, sont joués par des types en costume. Même le cheval qu'on voit à un moment est de deux types dans un costume de cheval, ce qui est déjà très drôle, vous en conviendrez, mais c'est encore plus drôle que ça car c'est une histoire qui est pas très compliquée, quoi. Il n'y a pas des ramifications en tout genre. Et pourtant, ça parvient sans cesse à se renouveler, à apporter de nouveaux gags, de nouvelles manières d'interagir avec le monde, qui fait que c'est toujours drôle et ça va de plus en plus loin, jusqu'à un moment où il y a deux castors en forme de Sherlock Holmes et Dr. Watson qui cherchent à savoir qui c'est qui chasse tous ces castors. Donc c'est extrêmement drôle, c'est extrêmement amusant, c'est extrêmement décomplexant. C'est vraiment une jouissance première de ce qu'on aime dans le cinéma comique notamment. Et également, je tiens à préciser que c'est probablement la meilleure adaptation de jeux vidéo non officielle de l'histoire du cinéma, je pense. Car c'est pas adapté d'un jeu vidéo précis, mais ça adapte des mécaniques de jeux vidéo. Dès le début, il y a cette histoire de terriers qui servent de tuyaux de téléportation. Bien vite, il y a une carte, il y a un système de ressources qu'on échange contre des objets, il y a des personnages qui sont vraiment des PNJ, et tout un système comme ça, avec des règles très bien expliquées par des cartes, par des panneaux, qui nous permettent de comprendre comment interagir avec ce monde. Ça rappelle un
peu les interactions dans les mondes genre Minecraft. Dans Minecraft, il y a tout un système de ressources qu'on trouve et de trucs qui attirent tel ennemi et de trucs qui chassent tel ennemi, et avoir tué tant d'ennemis te rapporte tel objet. C'est très bien trouvé, c'est extrêmement drôle, et voilà, je crois que je suis un peu court, mais j'avais promis à Illustre Connu de lui envoyer un vocal, et donc voilà, cela est fait. Et on continue de s'aventurer dans le film de Théo. Bonjour à tous et bienvenue dans ces 5 petites minutes qui me sont accordées. Merci JB. Alors moi, pendant ce petit temps, je vais vous parler d'un film que pas grand monde a vu l'année dernière. Ça s'appelle 100 of Beavers. Alors qu'est-ce qui m'a attiré là-dedans ? De base, c'est pas moi qui en ai fait la découverte, c'est un pote que JB saura sans doute reconnaître, Alex, avec qui je l'ai vu, et en gros il m'a dit viens, on mate une comédie muette. En plus moi j'adore le muet, donc ça tombait vraiment pile comme je voulais. Donc on a lancé le film, ça a duré 1h50, donc c'est pas trop long, et vraiment du début à la fin on a été surpris de fou par le film. On s'attendait pas du tout à ce que ça soit cette qualité et ce type de film, et surtout là où il va, par où il passe, les références auxquelles il fait allusion. Vraiment c'était de surprise en surprise. Pour moi c'est le meilleur film de 2024. En fait, ce qui m'a énormément plu dedans, je vais faire un petit aparté sur le visuel. Comme je l'ai évoqué avant, j'aime beaucoup du muet. J'ai maté beaucoup de Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, et toute cette période des années 20-30, vraiment je suis fan de ce qu'on peut proposer à travers juste l'image et des gags dans la rue qui durent 2-3 minutes. Je trouve ça vraiment fascinant de raconter par l'image, et c'est un peu l'essence du cinéma qu'on a un poil perdu aujourd'hui. Et ce film en fait est un hommage, un genre de pastille énorme à tout ce cinéma-là qui a fondé les bases d'une nouvelle industrie qu'on connaît tous maintenant. Et pourtant le pari n'était pas gagné, parce que ça aurait vraiment pu être un fiasco total, ce qui ne l'est pas du tout. Et en fait c'est une prouesse. Il a réussi à super bien se renouveler sur les gags. En fait le vrai point fort de ce film, c'est que ça mélange beaucoup de choses actuelles telles que le jeu vidéo ou de l'animation à quelque chose de beaucoup plus ancien qui est le burlesque. Et je trouve que la passerelle est super bien faite, les acteurs sont géniaux dedans, l'histoire est bien, même si de base elle n'est pas non plus incroyable, mais en fait toute la force du scénario c'est de faire des gags et de proposer 10 000 idées à la seconde, et c'est exactement ce que fait ce film. Et ce film a aussi une putain de patte visuelle extrêmement contrastée, extrêmement forte. Je trouve que c'est un hommage sans en être un, c'est-à-dire que ces choses-là visuelles, il les inclut et il en fait quelque chose de totalement nouveau avec les codes de maintenant, vu que maintenant on a beaucoup de numérique, on peut faire des trucs beaucoup plus par ordinateur, et ça à l'époque il l'avait pas du tout. Donc du coup je trouve que la passerelle est vraiment super bien faite, c'est génialement drôle, c'est génialement fait, il y a les séances de baston qui sont absolument à mourir de rire. Personnellement le film m'a beaucoup touché, parce que son traitement des personnages est à peu près le même que dans ces années-là, voire plus. Il y met plus de tendresse. Les interactions entre les persos sont tellement burlesques à fond, tellement poussées, le curseur est tellement poussé que finalement c'est formidable. À la fin j'avais mal à la tête tellement il y avait de gags, tellement c'était marrant. Après je vous le vends vraiment à l'extrême, mais foncez vraiment voir du muet. Au pire vous les aimez pas trop, mais c'est pas grave. Il y en a pour tous les goûts. Mais voilà, ces petits courts-métrages de 15 minutes ont été une source d'inspiration énorme pour plein de cinéastes encore actuels. Et je trouve que ça apporte de la fraîcheur au cinéma actuel. On n'a pas beaucoup de films qui donnent autant de candeur à ces personnages. Et je trouve qu'il y a un vrai terrain à explorer pour traiter des sujets actuels par le muet en tout cas. Donc voilà, c'était ma petite recommandation à moi. Voilà. Des bisous. Pour maintenant terminer cet épisode avec le film de Link, aka King Tao. Hello. Alors moi c'est Link. Bon en fait vous m'avez reconnu, c'est King Tao, c'est Chant contre Chant 2023. Alors je suis content d'enregistrer aujourd'hui pour le 50e petit podcast de Jean-Baptiste. Donc il faut enregistrer 5 minutes sur un film, une série ou un court-métrage. Et là j'ai choisi quelque chose de particulier qui ne sait pas à l'avance. Ce n'est pas mon film préféré, Number One, qui est Le Silence des Agneaux, c'est un autre film et je voulais pour ça pouvoir lier, comme j'aime beaucoup pouvoir lier le fait que il y a ma maman, qui a aussi l'Italie, qui a aussi la musique de cinéma. Donc j'ai choisi un film sur un compositeur de musique de film, donc vous le savez sans doute, Ennio Morricone, parce qu'il y a eu un film documentaire réalisé par Giuseppe Tornatore, qui a réalisé en 2021, le documentaire Ennio qui revient sur la vie, c'est une espèce de biopic aussi de
de la vie d'Ennio Morricone, mais aussi de ses collaborations, de son travail. Ça sera surtout un épisode de 5 minutes sur la musique. On sait que Jean-Baptiste aime beaucoup la musique, donc ça va lui plaire. J'espère que d'ailleurs ça marchera bien ton petit podcast. Je tiens à s'y aller aussi pour le 50e, c'est quand même quelque chose. Et je suivrai avec assiduité le petit podcast le lundi à 18h pour la nouvelle formule. Ouh là là, nous sommes déjà à 2 minutes. Je vais faire un peu rapidement. Voilà, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de Ennio. Il faut savoir que c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma avec ma maman. Donc c'est un film très particulier. D'ailleurs, pour la petite anecdote, elle ne souhaitait pas forcément le cinéma parce que ça durait plus de 2 heures. Le film dure 2h30. Et qu'en fin de compte, elle disait « Oh, est-ce que ça va être dur, ça va être lourd ?» Et en fin de compte, on allait le voir. Et je crois que pour la petite histoire, c'est peut-être l'un, si ce n'est le seul film où pendant la séance, je me suis mis à pleurer pendant une musique. Mais je sais pas si Jean-Baptiste pourra mettre quelques musiques d'Ennio Morricone, de films que j'admire, dont Le Bon, la Brute et le Truand. De Sergio Leone, sorti en 64, donc c'est Ecstasy of Gold. Il y a aussi Il était une fois dans l'Ouest. Parce que maman avait joué Claudia Cardinal, le rôle dans un petit film. Non, Ennio, c'est un très beau film qui met en part à la lumière aussi d'Ennio. Je ne sais pas si vous saviez, mais Ennio Morricone était trompettiste à la base et ne souhaitait pas forcément faire de la musique, il souhaitait être médecin. C'est son père qui était trompettiste qui lui a donné l'élan pour aller dans la musique, mais en fait il est surtout connu pour la composition de musique de film, mais il est aussi un chouette arrangeur, un génie évidemment par la suite. Et je sais pas si vous saviez aussi que il a failli composer la musique de Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Ça ne s'est pas fait à cause entre autres de Sergio Leone en fait. Je vous invite à aller voir ce film, ce documentaire de Ennio qui est sensationnel si vous aimez la musique de film. Mais je parlais aussi des musiques de Mission, le hautbois de Gabriel. Cette musique du film de Roland Joffé en 86, et il n'a pas eu cet Oscar tant mérité de la musique originale. En fait, Ennio Morricone, c'est vraiment quelqu'un qui me tient particulièrement à cœur, et c'est vraiment quelqu'un qui me suit souvent, autant dans ses musiques, ses compositions, ses arrangements. Oui, je pense que c'est le maestro, et il me reste là 30 secondes, j'ai tellement de choses à dire sur Ennio, mais sur un film de 2h30 c'est compliqué, mais tu vois, 5 minutes c'est court, hein, Jean-Baptiste. Mais je vais m'arrêter là pour vous dire d'aller voir Ennio, film de 2h30, réalisé par Giuseppe Tornatore. Si vous aimez la musique, vous aimez l'Italie, vous aimez, voilà, les films, la musique de film, oui, allez voir vraiment, avec passion, ce film sur la musique, l'amour, la passion de la musique et du cinéma. Sur ce, les Illustros, c'est la fin de ce fameux épisode 50 du petit podcast, épisode sacrément unique grâce à la superbe participation de tous les participants et participantes que je remercie du fond du cœur. Cet épisode n'aurait évidemment pas pu exister sans vous tous, donc encore une fois, merci beaucoup et j'ai pris un grand plaisir à monter tout ça. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour un nouvel épisode du petit podcast qui sera animé par moi-même le 3 novembre à 18h. Et à partir de cette date et de cet horaire, sachez qu'il y aura un épisode du petit podcast toutes les semaines, le lundi à 18h. Je m'en vais désormais côtoyer d'autres univers appartenant à des longs métrages, à des séries ou encore à des courts métrages. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le liker, de le commenter, de le partager ou encore de vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir, ça envoie toujours beaucoup de force pour les petits créateurs comme moi d'être mis en avant. Maintenant, merci de m'avoir écouté, j'ai terminé et je vous dis salut les Illustros. I saw the light fade from the sky.